Ici, la voix de l'Amérique. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans Le Monde aujourd'hui. Voici les titres de votre journal. Maurice Kamto, président du MRC, arrivé deuxième à l'élection présidentielle d'octobre au Cameroun, a été écroué cette nuit à la prison centrale de Yaoundé. Réaction dans ce journal. Au Nigeria, Muhammadu Buhari et Atiku Abubakar signent un accord pour faire régner la paix dans le cadre de la présidentielle de samedi, alors que de nombreux incidents sont signalés dans le pays. Ici, aux États-Unis, les candidatures démocrates se bousculent pour la présidentielle de 2020. Déjà 9 personnalités prêtes à croiser le fer avec Donald Trump. Bonsoir. Au Cameroun, le rouleau compresseur de la justice s'abat sur Maurice Kamto. Après une audience marathon cette nuit au tribunal militaire de Yaoundé, le président du MRC, arrivé deuxième à l'élection présidentielle d'octobre dernier, et plusieurs cadres et militants de son parti ont été écroués à la prison centrale de Yaoundé. Parmi les chefs d'inculpation, l'on parle entre autres d'insurrection et d'hostilité à la patrie. Mais pour ceux qui soutiennent Maurice Kamto, il s'agit d'un procès politique visant à éliminer un adversaire de taille. Au niveau de la population, cependant, les réactions varient. Voyons cela dans ce reportage réalisé à Yaoundé par Emmanuel Jultap. La mise sous mandat de dépôt de Maurice Kamto alimente les conversations ce matin à Yaoundé. Ici au bloc administratif, chacun y va de sa sensibilité politique. Il a cherché aussi beaucoup à se mettre dans les problèmes. Parce qu'on ne comprend pas qu'une élection est passée et quelques 2 mois, 1 mois, vous êtes toujours dans la rue. J'ai vu les gens marcher, bras ballants, sans armes, sans bourdin, sans couteau. Donc j'estime pour ma part que c'était une marche pacifique. L'avocat de Maurice Kamto, maître Sylvain Sop, n'a pas encore digéré la mise sous mandat de dépôt de son principal client et la centaine d'autres personnes déférées hier. Parce qu'il s'agit de responsables qui ont des domiciles, qui ont des professions, qui sont des pères de famille, qui ont des enfants, donc qui ne peuvent pas fuir et dont la liberté ne peut pas nuire au rassemblement des preuves. Le vice-président du MRC, pour sa part, dénonce une violation des libertés politiques au Cameroun. Donc si on interdit à un homme politique, à un parti politique de manifester politiquement, je ne sais plus si on doit encore rester, on doit encore se dire dans un pays démocratique. Dans les prochains jours, les personnes écrouées à la prison centrale de Yaoundé vont être jugées devant le tribunal militaire. Aucune manifestation enregistrée à Yaoundé après la mise sous mandat de détention provisoire du professeur Maurice Kamto. Cependant, les forces de l'ordre restent stationnées aux endroits stratégiques de la ville. Emmanuel Julta pour VOA Afrique, Yaoundé. Affaire à suivre donc. Autre actualité, des milliers de lecteurs de cartes de vote utilisés pour vérifier l'identité des votants ont été détruits par le feu dans le sud-est du Nigeria à quelques jours des élections générales. Des violences sporadiques ont déjà fait plusieurs morts, notamment dans l'état du Delta au sud, où 5 personnes ont été tuées ce week-end. Le président nigérian et son principal adversaire dans l'élection de samedi ont signé mercredi un engagement de paix dans un contexte électoral marqué par des vives accusations. Arzuma Compaoré. La tension monte alors que la course au fauteuil présidentiel tire à sa fin. La Commission électorale nationale indépendante a déclaré mardi soir que son bureau dans l'état d'Anambra, dans le sud-est, a été incendié et 4 965 lecteurs de cartes d'électeurs ont été détruits. C'est le 3e incident de ce genre au cours des 12 derniers jours, tandis qu'au moins 15 personnes ont été tuées mardi dans une bousculade au cours d'un meeting du président Muhammadu Buhari
dans le sud-est du Nigeria. Mercredi, le président nigérian, qui est en quête d'un second mandat, et l'ancien vice-président Atiku Abubakar se sont engagés à participer à une élection libre et équitable. Permettez que je cite librement les paroles de l'ancien président Goodluck Jonathan, qui reste pour moi une référence, en tenant compte des sentiments profonds qui m'habitent à l'approche du 16 février 2019. Et je cite, « Mon ambition ne vaut pas le sang d'un Nigérian ». Il y a eu beaucoup de craintes et d'inquiétudes à l'intérieur comme à l'extérieur du Nigeria à propos de l'avenir de notre pays. Nous espérons que cela prouve notre niveau de maturité et notre disposition vis-à-vis des résultats électoraux. Même si les dernières élections de 2015 ont été considérées comme relativement calmes, les observateurs et experts s'inquiètent de la bonne tenue des élections présidentielles et législatives de ce samedi dans de nombreuses régions du Nigeria. L'opinion s'inquiète particulièrement de l'achat de votes par les deux principaux partis politiques. Élection toujours. Les Sénégalais iront aux urnes dans moins de 2 semaines pour soit réélire le président Macky Sall, soit lui trouver un successeur parmi 4 candidats d'opposition. Le pays a une longue tradition démocratique, mais ces derniers jours ont vu des actes de violence entre camps politiques adverses, causant la mort d'au moins 2 personnes et faisant plusieurs blessés, notamment dans l'est du pays. Les autorités de Dakar ont donc décidé de passer à l'action. Gabi Dorsey. Le ministre de l'Intérieur du Sénégal, Aline Goïne Ndiaye, a déclaré que la police nationale serait disponible pour travailler avec les équipes de sécurité de tous les candidats à la présidence jusqu'à la fin des élections. Quant au chef de l'État, il a pris position contre la violence. J'ai dit aux jeunes de mon parti que personne ne doit participer à des actes de violence. Et je demande aussi aux jeunes des autres camps d'éviter toute violence, car nous sommes une famille. Macky Sall pointe du doigt certains dirigeants politiques qui, dit-il, seront traduits devant les tribunaux pour rendre compte de leurs actes. Quant au scrutin du 24 février, il reste confiant, prenant en exemple l'accueil reçu pendant la campagne. Moi, l'attachement des populations, leur adhésion pour la poursuite du plan Sénégal émergent, afin que la jeunesse trouve de l'emploi davantage. Les partisans de la continuité espèrent que les projets lancés par le président à travers le pays vont lui attirer les faveurs de l'électorat. L'autoroute Ila-Touba, le pont Farafeni, les bourses familiales, l'assurance santé pour tous et d'autres réalisations. Voilà pourquoi nous lui offrons un soutien total et inconditionnel. Mais Macky Sall est loin de faire l'unanimité et les frustrations de certains secteurs sont palpables. En attestent les derniers affrontements à Tambacounda. L'heure de vérité sonnera le 24 février. Des milliers de personnes ont manifesté aujourd'hui dans les principales villes d'Afrique du Sud pour exiger la fin des licenciements dans le cadre d'une grève générale lancée par le principal syndicat du pays, la COSATU. Cette grève intervient alors que le géant public de l'électricité, Eskom, plombé par une dette de près de 27 milliards d'euros, est contraint depuis dimanche à des délestages massifs qui affectent tout le pays. À noter que nous sommes également à 3 mois des élections générales du 8 mai. Le gouvernement du Congrès national africain, allié historique de la COSATU, espère y conserver sa majorité absolue malgré les difficultés économiques et les affaires de corruption qui l'éclaboussent. Les États-Unis dénoncent la répression engagée au Zimbabwe par les forces de l'ordre contre la colère sociale et appellent toutes les parties à participer au dialogue national. Un dialogue jusqu'ici boudé par l'opposition. Le porte-parole du département d'État américain, Robert Palladino, a réitéré dans un communiqué les inquiétudes de Washington face à l'usage excessif de la force par le gouvernement depuis que des manifestations contre le doublement des prix des carburants ont dégénéré dans tout le pays mi-janvier. Selon M. Palladino, le bilan de cette répression est d'au moins 13 morts, 600 victimes de violences, tortures ou viols et plus de 1000 arrestations.
L'Amérique aujourd'hui, ou ce qui fait l'actualité ici aux États-Unis. Et nous accueillons pour cela Abdourahmane Dia. Abdou, bonsoir. On parle de plus en plus de l'élection présidentielle de 2020. 2020, c'est dans moins de 2 ans et pourtant, beaucoup s'y préparent déjà, notamment dans le camp démocrate. Oui, bonsoir John. Chez les démocrates, effectivement, 9 personnalités ont déjà annoncé leur intention de croiser le fer avec Donald Trump. Soit ils ont mis en place des comités exploratoires pour étudier la possibilité de se présenter. Et d'autres candidats bien connus, d'autres démocrates plutôt bien connus, pourraient bien venir grossir les rangs. La liste continue de s'allonger. Dernière candidature en date, celle de la sénatrice du Minnesota, Amy Klobuchar. Elle espère se créer une base dans le Midwest. Je n'ai pas une machine politique. Je ne viens pas du monde des riches. Mais j'ai ceci, la passion. La sénatrice du Massachusetts, Elizabeth Warren, s'est aussi officiellement lancée dans la course. Elle veut combattre les inégalités économiques. C'est le combat de notre vie, le combat pour bâtir une Amérique où les rêves sont possibles et une Amérique qui marche pour tous. Un autre qui s'est lancé tôt dans la course, le sénateur Cory Booker du New Jersey, déjà en mode de campagne dans l'Iowa avec un message d'unité. Plusieurs femmes et personnes de couleur sont sur la ligne de départ, faisant de cette course à la nomination du Parti démocrate l'une des plus diversifiées de l'histoire. Il y a de la diversité, ce qui reflète ce que le Parti démocrate est aujourd'hui. Le président Trump lance déjà des pics aux candidats démocrates. Ils sont en train de devenir le parti du socialisme, de l'interruption des grossesses avancées, des frontières ouvertes et du crime. D'autres candidats potentiels devraient bientôt annoncer leur décision. C'est le cas de l'ancien vice-président Joe Biden, le sénateur Bernie Sanders ou de Beto O'Rourke, candidat malheureux au Sénat l'an dernier. Alors Abdou, je reviens vers vous. Une question, ou plutôt 2 questions en une. Avec autant de candidats déjà annoncés du côté démocrate, qu'est-ce qui peut faire la différence et quelle est la stratégie de Donald Trump? D'abord, pour ta première question, c'est d'abord se lancer très tôt, comme ces candidats l'ont déjà fait. Cela permet d'occuper l'espace médiatique. Et deuxièmement, le nerf de la guerre, l'argent. Ce sera une campagne très longue et donc coûteuse. La collecte de fonds est essentielle dans tout cela. Et troisièmement, la cible principale, ce sera Donald Trump dans le message. Bien entendu, il faudra qu'il fasse attention sur la manière de l'attaquer. Quant à la stratégie de Donald Trump, il n'a pas attendu de voir qui sera le candidat qui va émerger. Il a déjà commencé à les attaquer tous. Tous, en fait, sont des cibles pour lui. Il commence à les étiqueter comme étant des extrémistes de gauche, des socialistes, bien entendu, pour lui. Et cela ne passe pas très bien au niveau d'un certain public ici aux États-Unis. Donc, il espère déjà leur coller cette étiquette de socialiste. Abdourahmane Dia, merci pour toutes ces explications et on vous retrouve dans nos prochaines éditions. Toujours ici aux États-Unis, le célèbre narcotrafiquant mexicain Joaquim Guzmán Loera, alias El Chapo, 61 ans, a été déclaré coupable mardi par un jury à New York, une victoire pour les autorités américaines après un procès de 3 mois qui a étalé la violence et la corruption des cartels. Les 12 jurés du tribunal fédéral de Brooklyn ont jugé El Chapo, figure légendaire des cartels mexicains, coupable des 10 chefs d'accusation à son encontre. Et puis, à commencer par le principal, à savoir qu'il avait co-dirigé le puissant cartel de Sinaloa, responsable de l'exportation des centaines de tonnes de cocaïne et d'autres drogues aux États-Unis entre 1989 et 2014. Vous regardez Le Monde aujourd'hui en direct de Washington sur VOA Afrique.
Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Voici les titres de cette seconde partie de votre journal. Présidentielle au Nigeria, suite de notre série Nous Nigérians. Escale ce mercredi à Kano où nous avons tendu notre micro à une entrepreneuse. Comment se porte l'industrie au Zimbabwe? Pour y répondre, nous sommes allés à Bulawayo. La crise économique est certes passée par là, mais une petite entreprise locale résiste. En Somalie, après avoir servi de base militaire pour l'armée, le théâtre national renaît de ses cendres. Nous le verrons dans un instant. À quelques jours de l'élection présidentielle prévue au Nigeria samedi prochain, nous poursuivons ce mercredi notre série Nous Nigérians, consacrée à cette importante échéance. Qu'en pensent les populations? Ce soir, nous sommes allés à la rencontre de Aïcha Jafarou Fagé. Elle a 48 ans, veuve et entrepreneur. Elle vit à Kano. Ce dont nous avons besoin, c'est d'une plateforme grâce à laquelle nous n'aurons pas à nous rendre en Chine ou en Inde pour importer des marchandises. Une plateforme sur laquelle vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin. Moi, je vends des lits, des draps et des tapis. Bien qu'ici, il n'y ait que des ustensiles de cuisine, je vends également des parfums de marque, surtout des marques arabes. Je vends aussi des vêtements pour hommes, pour femmes et enfants. Je dirais que je vends de tout. Le gouvernement fédéral est mieux placé pour lutter contre la violence en veillant à ce que le personnel de sécurité soit en poste partout afin d'assurer des élections libres et équitables. Nous avons des agents de sécurité à différents niveaux qui pourraient être déployés dans tout le pays. Il incombe au président et à l'inspecteur général de la police de veiller au bon déroulement du scrutin. Nous n'aimons pas la manière dont le pays est gouverné. Les mesures de sécurité sur le terrain ne sont pas suffisantes pendant les élections. Nous ne savons pas d'où vient ce problème. Nous demandons donc aux autorités de mettre en place des mesures de sécurité adéquates pour arrêter ceux qui financent les voyous politiques à Kano et dans d'autres États du Nord, ainsi que dans le reste du pays. Ces voyous, nous les avons dans différents États avec des noms différents. Si j'étais présidente du Nigeria, par la grâce de Dieu, je commencerai par améliorer les secteurs de l'éducation, de la santé et de l'agriculture. Je construirai également des routes, ce qui stimulerait l'économie et faciliterait l'accès à l'eau potable, car l'eau aide la société à se maintenir en bonne santé. Dans le passé, nous avions beaucoup de confiance en Buhari. Nous le considérions comme un dirigeant capable d'assurer une sécurité adéquate et de lutter contre la corruption. Mais son gouvernement n'a pas réussi à lutter contre la corruption. C'est la raison pour laquelle nous choisissons Atiku, en qui nous avons confiance et qui n'est pas très âgé. Il est assez fort et peut reconstruire le Nigeria. C'est pour ça que nous avons de grands espoirs. Nous pensons qu'il guidera les jeunes et accordera la priorité aux questions de sécurité, de santé et d'eau potable.
Avec ses usines désertes et ses entrepôts délabrés, Bulawayo a perdu depuis longtemps son rang de capitale industrielle du Zimbabwe, victime de la crise économique. Au milieu de cette friche, une petite fabrique de chaussures résiste encore. Irénée Hermanumbo nous l'a fait découvrir. Pas d'enseigne sur la devanture en briques rouges, mais à l'intérieur, 14 salariés, tous des hommes, s'activent pour répondre à la demande internationale qui ne se dément pas malgré les difficultés du pays. Nous sommes très occupés en ce moment. Je pense que cette année a commencé comme l'une des plus achalandées. Jamais vu depuis que je suis ici. Nous sommes très chanceux. Dans cet atelier d'une pièce fondée en 1993, se mêlent des odeurs de cuir, de colle et de caoutchouc. La clé de sa survie, une main-d'œuvre qualifiée, des produits de qualité et plutôt indémodables et un savoir-faire artisanal. C'est comme une chaussure Rolls-Royce, surtout très confortable pour la chasse. Les gens les mettent sans aucun souci, pas de cloque, rien. Ils les portent et s'en vont comme s'ils les portaient depuis toujours. Cet atelier de Bulawayo produit chaque jour 30 paires de chaussures faites à la main essentiellement à destination des États-Unis, du Royaume-Uni et de l'Afrique du Sud. Les employés ne travaillent que du cuir zimbabwéen cousu sur des semelles en caoutchouc naturel importé de Malaisie. La quinzaine de modèles proposés pour hommes et femmes sont quasi inchangés depuis des années, des chaussures de style basique mais robustes. Place au sport à présent avec Yacouba Ouedraogo. Yacouba, bonsoir. On commence par la CAN des moins de 20 ans et cette victoire du Mali qui revient de loin. Bonsoir John et bonsoir à vous, amis sportifs. Effectivement, le Mali est le premier qualifié pour la finale de la CAN des moins de 20 ans. Les Aiglons maliens ont arraché la qualification au bout des tirs au but par 4 tirs réussis contre 3. Le score était de 1-1 entre Maliens et Nigérians à la fin du temps réglementaire et des prolongations. Le Mali connaîtra son adversaire de la finale à l'issue de la seconde demi-finale en cours entre le Sénégal et l'Afrique du Sud. Toujours sur le continent, ça se complique pour l'ASEC en Ligue africaine des champions. d'OMU, les Ivoiriens se sont contentés d'un match nul à domicile face à Mamelodi Sundowns 0-0 pour le compte de la 4e journée. Le Wydad Casablanca a été tenu en échec à domicile par les Nigérians de Lobistar 0-0. Belle opération par contre pour les Guinéens du Oroya qui se sont imposés 2-0 face aux Zimbabwéens du FC Platinum. Même score en faveur de l'Espérance Tunis devant les Sud-Africains d'Orlando Pirates. Le club africain et le TP Mazembe se sont quittés dos à dos, 0-0. L'AS Vita Club s'est mise en danger en s'inclinant 1-0 en Algérie face à la JS Saoura. Et les Tanzaniens de Simba ont créé la sensation en s'offrant le scalp d'Al-Ali, 1-0 à Dar es Salaam. Et puis, le noble art pour finir, le Britannique Anthony Joshua défendra ses ceintures IBF, WBA et WBO des poids lourds contre l'Américain Gerald Miller pour ses grands débuts aux États-Unis le 1er juin à Madison Square Garden à New York. Donc, Joshua, 29 ans, a défendu victorieusement ses ceintures en septembre dernier contre le Russe Alexander Povetkin, battu par KO à la 7e reprise au stade de Wembley. Gerald Miller, alias Big Baby, lui compte 23 victoires en 24 combats, dont 20 avant la limite et un nul, mais n'a affronté que des boxeurs peu cotés. Et avec ce combat, dans la salle new-yorkaise, le temple de la boxe, eh bien, Joshua cherche à attirer le marché américain où il est actuellement dévancé en notoriété en tout cas par son compatriote Tyson Fury. On s'arrête là pour les sports et on se retrouve demain. Merci Yacouba Ouedraogo. Rideau d'espoir sur le théâtre en Somalie au bout de presque 10 ans de ruines et après avoir servi de base militaire pour l'armée somalienne. Le théâtre national renaît de ses cendres. Cet endroit jadis connu comme le centre de la sagesse est en train de changer de visage et se prépare à accueillir de nouveaux spectacles. Plus de détails avec Blanche Sanou. Pour de nombreux civils somaliens, la réouverture du théâtre est un signe de progrès et d'espoir malgré les attaques quotidiennes d'insurgés islamistes. Le toit et les chaises ont été commandés à l'étranger et nous espérons que les travaux de construction se termineront dans les 3 prochains mois. Le premier concert qui sera présenté au théâtre est prêt et il s'appelle Gouvernement intérimaire. Les Chinois ont achevé la construction du théâtre en 1968. Lorsque la guerre civile a éclaté en 1991, le bâtiment qui pouvait accueillir 1200 personnes est devenu une base militaire.
Les islamistes ont par la suite occupé le théâtre en 2006 et jouer de la musique ou présenter une pièce de théâtre était devenu punissable par des coups de fouet. Le calvaire de ce centre culturel a pris fin lorsque les troupes de maintien de la paix de l'Union africaine ont repris le contrôle de la capitale en 2011. Aujourd'hui, le gouvernement et des hommes d'affaires locaux ont restauré le théâtre pour un montant de 3 millions de dollars. C'est un grand succès. Cela montre que notre pays est prêt pour la reconstruction. À travers cette opération surnommée « Opération volontaire de reconstruction de votre pays », nous avons montré de quoi nous sommes capables. Nous pouvons ramener la beauté de notre pays en le reconstruisant. Les employés du gouvernement ont également fait des dons et se sont portés volontaires pour la reconstruction. L'amour, le chagrin, la guerre et la mort sont des thèmes qui occupent très souvent une place centrale au théâtre national somalien. Malgré le défi sécuritaire, les habitants de Mogadiscio sont prêts à vivre au rythme de belles mélodies et assister à nouveau à des pièces de théâtre. Si vous êtes amateur de ski, je vous invite à regarder ces images de Vladimir Poutine qui est allé skier avec Alexandre Loukachenko, le président de la Biélorussie, aujourd'hui près de la station balnéaire de Sochi dans la mer Noire où la Russie a accueilli les Jeux olympiques d'hiver de 2014. On peut apercevoir le président russe, aujourd'hui âgé de 66 ans, se démarquer de la foule avec une veste de ski rouge vif, un casque, des lunettes de protection et des gants blancs. C'est la dernière d'une longue série d'apparitions destinées à montrer les prouesses physiques de Poutine. À présent, cette trouvaille qui va intéresser les agriculteurs, il s'agit d'une application inspirée de Tinder et qui aide les agriculteurs à trouver des partenaires potentiels pour leur bétail. Appelée Tudor, elle permet aux agriculteurs de faire défiler sur l'écran le bétail dont ils aiment l'apparence et lorsque leur choix est fait, ils sont dirigés vers une page du site web Sell My Livestock où ils pourront parcourir davantage de photos et de données sur l'animal avant de décider de l'acheter ou non. Lancée juste à temps avant la Saint-Valentin, Tudor est la toute première application de jumelage pour le bétail. À l'instar de son équivalent humain, les agriculteurs utilisent leur smartphone pour choisir en premier lieu s'ils recherchent un homme ou une femme, faire défiler les photos à droite ou à gauche, voilà, pour choisir donc qui ils veulent. Et c'est la fin de ce journal. Merci à toute l'équipe qui l'a préparé. Bonsoir.